Bonjour, nous sommes le dimanche 16 octobre 2016 et je vais vous parler, il est à peu près 13 heures, de l'astrologie en tant que savoir sinistré. C'est une nouvelle formule que je propose et je reviens toujours d'ailleurs à l'ouvrage de M. Brémorel. L'astrologie, il dit l'astrologie, mais quelle astrologie? Au fond, l'astrologie dont il fait la critique, c'est l'astrologie actuelle, celle-là qu'il connaît. Donc il s'en prend à l'astrologie actuelle, mais à travers l'astrologie actuelle, il veut atteindre l'astrologie tout court. Et ça, c'est un des vices des anti-astrologues, c'est qu'ils se polarisent sur certains problèmes pour rejeter l'ensemble, la totalité du projet astrologique, la totalité de la tradition astrologique. Au nom de ce qu'elle est devenue, au nom de la façon dont elle est pratiquée, dont elle est perçue, eh bien voilà ce qui permet de faire le procès de l'astrologie et non pas de l'astrologie actuelle. Et ça me paraît fondamental de faire ce distinguo. Donc, si l'ouvrage de Brémorel a un quelconque intérêt, c'est au regard de l'astrologie actuelle et de sa pratique actuelle. Mais vous me permettrez de dire que ça ne va pas très loin, et que ce procès, il n'est pas équitable. Pourquoi? Il n'est pas équitable. C'est comme si, par exemple, on essayait de réfléchir sur la France au regard de ce qu'elle est aujourd'hui en 2016. Eh bien non, ça ne serait pas non plus équitable. Parce qu'il faudrait aussi tenir compte de ce qu'elle est devenue, des périodes qu'elle a traversées, de son projet initial, de son apport au cours de son histoire à différentes autres cultures, à d'autres langues notamment. On ne juge pas les choses au niveau de l'actualité. Cela dit, évidemment, c'est parfois plus facile. Parce que l'actualité, on la connaît, c'est ce qu'on a sous les yeux, c'est ce qu'on en dit aujourd'hui, c'est ce qu'on en a appris. Bon. Mais il faut prendre un peu de recul pour dire les choses de manière un peu plus équitable, justement. Donc, non, le titre de l'ouvrage de Brémorel, ça doit être l'astrologie actuelle, et non pas l'astrologie tout court. Donc là, il manque un adjectif de façon à limiter l'objectif que l'ouvrage, que cette série d'ouvrages, puisqu'il y en aura vraiment 3, et là on n'en connaît que le tome 1. Alors, on peut prendre n'importe quelle critique de Brémorel, elle est toujours la critique de ce que c'est devenu. Et il n'accepte en aucune façon l'idée qu'un savoir peut avoir été corrompu, s'être délabré, s'être dévoyé. Pour lui, le résultat est là. Mais moi, je n'accepte pas cette façon de procéder. Je pense au contraire. Alors, bien entendu, il faut être capable de revenir en arrière, de remonter en arrière. Et pour ce faire, on ne peut pas se contenter d'historiens non astrologues. Monsieur Brémorel se dit un anti-astrologue astrologue. Moi, je me dis historien astrologue. Et effectivement, ces astrologues qui sont devenus sceptiques ou qui sont devenus historiens, ils ont une certaine profondeur de champ que n'ont pas ceux qui ne le sont pas. Et il est clair qu'il revient aux astrologues, en particulier, de remonter le temps, de restituer l'astrologie dans sa formulation la plus heureuse, la plus cohérente, et de dénoncer tout ce qui a pu, au cours des siècles, mettre à mal cette cohérence. N'est-ce pas? Alors, j'ai déjà énuméré tous les traumatismes que l'astrologie a dû subir au cours de son histoire, et qui font qu'elle est, comme je l'ai dit, un savoir sinistré. D'ailleurs, ce n'est pas le seul savoir sinistré.
Même la langue française est un savoir sinistré par certains côtés, sans parler de l'anglais. Même le judaïsme actuel est un savoir sinistré. C'est-à-dire un savoir qui parfois est dévoyé, qui parfois est déformé, et qui parfois est marqué par des influences qui n'ont pas lieu d'être, comme par exemple le féminisme sur le judaïsme contemporain, du moins sous sa forme libérale et américaine. Mais je voudrais me consacrer dans cet entretien à d'autres aspects que je n'avais pas encore abordés dans mes précédentes prestations et dans de précédents entretiens à propos de l'ouvrage de Serge Morel. Un sujet de prédilection chez moi a toujours été la question des domiciles et des exaltations. C'est au cœur de mon ouvrage Clé pour l'astrologie, paru il y a 40 ans. Et c'est ce qui a motivé au départ mon réformisme astrologique et aussi mon doute sur la pratique de l'astrologie. Quand une pratique entend fonctionner ou prétend fonctionner avec des dispositifs qui ne tiennent pas debout, on peut se poser des questions sur la valeur de cette pratique. C'est un peu ça qui me guide depuis plus de 40 ans. Je ne m'ai pas empêché d'organiser des colloques dans l'espoir justement de faire un travail de réflexion collective au cours des colloques. Il y en a eu énormément, parfois 5 ou 6 par an. Et donc, j'espérais qu'il y aurait une sorte de bouillon de culture, de mouvement qui ferait que les astrologues progresseraient dans leur lucidité et dans leur acuité. Malheureusement, la mauvaise monnaie chassant la bonne, des colloques, des pseudo-colloques ont pris la place des autres colloques, avec une dimension financière qui a également faussé le jeu. Alors revenons sur la question des exaltations, par exemple. Alors, la plupart des astrologues savent ce que sont les exaltations. C'est probablement un document plus ancien, en tout cas qui nous est parvenu dans des formes plus anciennes que les domiciles. Il n'est pas exposé d'ailleurs dans la tétrabible de Ptolémée, qui lui préfère les doubles domiciles. Bon. Cela dit, je vous rappelle les exaltations des 7 planètes du septénaire. Soleil en Taureau, Lune en Bélier, Mars en Capricorne, Jupiter en Cancer, Mercure en Vierge, Vénus en Poisson. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a 2 axes zodiacaux qui sont inoccupés, à savoir l'axe Gémeaux-Sagittaire et l'axe Lion-Verseau. Donc si vous enlevez 2 axes, ça fait 4, à 12, ça fait 8. Et ça nous renvoie évidemment à la théorie sur laquelle on serait passé du 8 au 12. Théorie qu'a développée notamment récemment Patrice Guinard avec son Dominion pour les maisons astrologiques. Mais le débat ne vaut pas que pour les maisons astrologiques, qui probablement étaient 8 à un moment donné, je l'ai déjà abordé par le passé, je vais peut-être pas y revenir maintenant, mais là on parle du zodiaque à 8 facteurs. On me dirait, pourquoi vous appelez ça le zodiaque? Effectivement, ça n'a pas de raison de s'appeler le zodiaque, pour une raison très simple, c'est que le zodiaque, lui, il est influencé, comme l'a montré d'ailleurs très bien Serge Morel, par les 12 mois de l'année. Donc, cela dit, moi j'appellerais zodiaque tout discours sur l'écliptique, sur la division de l'écliptique. Mais au sens limité du terme, le zodiaque, c'est effectivement une série de 12 symboles bien connus. Donc, excusez-moi de la ambiguïté de la chose, on restera sur le mot zodiaque néanmoins. Mais un zodiaque a 8 facteurs et qui ne renvoie pas à ces symboles. Encore que, quand on y réfléchit bien, il y a par exemple des signes comme le lion ou l'aigle ne figurent pas dans le zodiaque. Donc on peut aussi penser, ou en tout cas le lion ne figure pas dans
les activités saisonnières. Et donc, on voit bien que là aussi, il y a eu une interpolation. Bon. Mais enfin, restons-en là pour l'instant. Ce que je note, c'est cette carence, cette absence dans le développement des exaltations de ces 4 signes. Lion Verseau, Gémeaux Sagittaire, qui appartiennent d'ailleurs aux 4 saisons. Gémeaux et Sagittaire pour le printemps et l'automne, et Lion et Verseau pour l'été et l'hiver. Pas par hasard non plus. Donc, ces 4 signes, si on les enlève, on comprend mieux les exaltations. Voilà, les exaltations, ce n'est pas 7 planètes qui sont perdues dans un ensemble de 12 signes, et 7 planètes qui s'inscrivent dans un ensemble de 8 signes. J'emploie encore une fois le mot signe sans référence au symbolisme zodiacal traditionnel. 8 secteurs, si on préfère. C'est tout à fait autre chose. Ça prend toute autre forme. Voyez-vous ? Rétablir les 8, ça permet de donner aux exaltations une dimension qui n'est pas aberrante. Pourquoi, effectivement, nommer 7 signes sur 12 en rapport avec des planètes, et puis les autres, on les laisse tomber. Si on est sur 8, ça va beaucoup mieux. Cela dit, la question du 8e signe, du 8e facteur, reste posée, et je n'en traiterai pas ici. Comment on avait résolu le problème du 7 au 8 ? Parce que là aussi, il y a un problème. Le 8 n'est pas lié au nombre de planètes. Le 8, c'est la division en 4 d'un cycle, et sa subdivision en 2, ça fait 8. Donc ça n'a rien à voir avec cette planète. Mais effectivement, là, on a voulu relier les deux, ce qui est déjà, à mon avis, un problème. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse, c'est de constater que on voit bien, si on prend par exemple la série Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, etc. On voit bien que Bélier, Taureau, il y a des exaltations. Gémeaux, il n'y en a pas. Cancer, Lion, il n'y en a pas. Vierge, il y en a. J'ai fait un article que je vous renvoie, beaucoup plus complexe, sur NoFim, NoFIM, où je mets tous mes articles écrits. Et vous pouvez le trouver également sur téléprovidence.com pour compléter ce que je suis en train de dire devant la caméra. Donc, nous avons, si on considère, comme l'ont fait un certain nombre de chercheurs, que les exaltations correspondaient plus ou moins à un thème astral, en fin de compte. On appelle ça aussi le thema mundi. Pardon, je ne veux pas entrer dans les détails là-dessus parce qu'il y a plusieurs versions. Je pense notamment à Cyril Fagan, Fagan, qui a écrit sur ces sujets. Origines, ça. On voit bien que Vénus est proche du Soleil et de la Lune, puisque Vénus est en Poisson, la Lune en Bélier et le Soleil en Taureau. Donc même si on accepte l'idée de l'élongation, de 48 degrés, la Vénus peut effectivement être en Poisson et et faire sens par rapport au Soleil en Taureau. En revanche, Mercure, lui, est beaucoup trop éloigné, puisqu'il est en Vierge. Donc, étant en Vierge, il ne peut pas constituer une carte du ciel concevable astronomiquement, puisqu'il ne peut s'éloigner que même pas d'un signe du Soleil. En revanche, si on intervertit, si on peut dire, le Jupiter en Cancer avec Mercure en Vierge, ce qui mettrait Jupiter exalté en Vierge et Mercure en Cancer, là on retrouve une forme de trio, ou ce qu'on appelle l'escorte, c'est-à-dire même du quatuor, Mercure, Soleil, Lune, Vénus, qu'on retrouve d'ailleurs dans les domiciles. Le problème, c'est que Mercure en Cancer est trop éloigné du Soleil en Taureau. Puisqu'entre les deux, il y a le Gémeaux. Mais si on enlève les Gémeaux, puisqu'il fait partie des deux axes
qui ont été rajoutés, à ce moment-là, on a un Mercure qui est juste à côté du Soleil. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, voyez-vous, ça aussi, c'est très cohérent. Il faut s'appuyer sur des arguments astronomiques. Mercure ne peut pas être éloigné du Soleil de plus d'un signe. Mais si on enlève les Gémeaux, le Cancer, si on peut dire, ce qu'on appelle le Cancer, là ici, ce sont simplement des noms de secteurs. Le Cancer jouxte le Taureau, puisqu'il n'y a plus de Gémeaux. Alors, tout ça pour vous dire qu'on peut reconstituer, et je renvoie toujours à mon article, on peut reconstituer, et j'ai passé 40 ans de ma vie à reconstituer des systèmes de ce genre. Je vous renvoie d'ailleurs à mon ouvrage Mathématiques divinatoires, paru en 83, chez Très Daniel. On peut reconstituer, on peut revenir, réparer un système qui a pu être délabré, qui a pu être rajouté, qui a pu être restauré avec peu de bonheur, comme certaines cathédrales ont été mal restaurées. Et on peut remonter en arrière. C'est ce qu'on appelle dans la Kabbale le tikkun, c'est-à-dire la réparation de ce qui a été déformé, ce qui a été brisé, etc. etc. Et c'est ce qui manque le plus. L'historien, en 2007, doit être quelqu'un qui va être capable de réparer les dégâts produits par le temps, dans tous les domaines. La réparation. D'ailleurs, puisque nous sortons de la période de Kippour, du Yom Kippour, du jour du pardon, c'est le temps de la réparation. Donc ce n'est pas une notion complètement comme ça abstraite, c'est une notion fondamentale au niveau philosophique, réparer. Alors on peut réparer une machine, ça tout le monde sait le faire, on va dans un garage, on fait réparer, on va au SAV, on fait réparer le service après-vente, etc. Mais on peut aussi réparer les savoirs, on peut réparer les traditions. Par exemple, j'ai montré que dans le cas du judaïsme, le Shabbat prévoyait normalement qu'on n'utilisait aucun outil, aucun instrument, aucun objet pendant cette période-là, et j'ai montré que c'était donc pas possible de lire les rouleaux de la Torah, qui est un objet, bien entendu, un parchemin, avec un stylet, etc., en plein milieu du Shabbat. C'est au contraire quelque chose qui doit se faire à la sortie du Shabbat. Voilà, par exemple, voyez-vous, c'est simplement une relecture d'un certain nombre de textes, et on s'aperçoit d'un certain nombre de contresens qui ont été commis sur deux mondes. Bon, de la même façon que quand on revient à certaines sources, on s'aperçoit des déformations, des erreurs de transmission que l'on puisse produire. Donc, et je n'irai pas beaucoup plus loin que cela, je répète qu'encore une fois, l'astrologie est un savoir sinistré, elle a subi énormément d'atteintes du temps, hein, un savoir, je dirais, fané, un savoir abîmé, et qu'il faut la juger en la restituant pour l'avenir, justement. Est-ce que notre humanité aujourd'hui est capable de restituer, de réparer ce qui a été abîmé? Voilà la question que je me pose, moi, en tant qu'historien. C'est une autre philosophie de l'histoire. Et il y a bien sûr des gens qui n'ont pas cette philosophie de l'histoire, qui ne pensent pas qu'on puisse réparer les choses, et qui pensent qu'il faut aller de l'avant, et ils n'ont pas tort. Nous avons cette dualité en nous, en tant qu'êtres humains. Nous sommes à la fois des êtres libres, qui pouvons avancer, qui pouvons imaginer, qui pouvons bâtir le futur à notre guise, et à la fois, nous sommes les porteurs, les véhicules de savoirs très anciens. De savoirs très anciens qui vont très loin, puisque ça concerne aussi notre propre bagage génétique, donc c'est quand même très très loin, très complexe. Donc on doit faire la part entre les bagages, les différents bagages que nous véhiculons, qui nous sous-tendent, et puis effectivement, jusqu'à un certain point, une certaine créativité, une certaine inventivité, et je terminerai en disant que face à un monde technologique extrêmement sophistiqué, et qui le sera de plus en plus, l'humanité ne peut pas se permettre un amateurisme, un bricolage au niveau des savoirs qu'elle véhicule, parce qu'à ce moment-là, le fossé deviendrait de plus en plus effarant. Il est donc urgent que l'humanité répare les différents documents qu'elle véhicule, qu'elle prenne conscience des vraies structures qui sont les siennes, et non pas de certains discours, certains commentaires qui se substituent à ces structures
et qui nous empêche d'y accéder. Hein. Je pense à toute une littérature astrologique, par exemple, qui est complètement décalée par rapport à la réalité astrologique que nous vivons. Hein. Les astrologues actuellement, ils sont à côté de la plaque, complètement. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ils n'ont pas compris notamment le rôle du facteur central. Et je voudrais aborder cette question à présent. Et là encore, M. Brémorel est complètement ignorant de tout cela. Donc son dossier est extrêmement lacunaire et je crains que ce ne soit pas les deux prochains tomes qui changeraient grand-chose. Il aborde très intelligemment la question de la pratique astrologique en montrant qu'elle est complètement inconsistante, ou du moins qu'elle s'arrange toujours avec le client. Il aborde également la question en amont de certain nombre d'incohérences en regard de l'astronomie, mais il ne se pose pas la question, justement, de la raison de ces incohérences. Est-ce que ces incohérences sont concomitantes à l'astrologie elle-même, ou est-ce qu'elles sont liées à des déviations, des hérésies? C'est une question fondamentale. C'est pas la même chose. Imaginons par exemple le cas de l'islam. Si on pouvait montrer par exemple que l'islam actuel est complètement décalé par rapport à l'islam originel, ça poserait des questions, ça interpellerait. Ben, c'est la même chose. Et on peut en dire autant pour le judaïsme. Peut-être que le judaïsme actuel est dénaturé, peut-être que le christianisme actuel est dénaturé. C'est ce que pensaient d'ailleurs les réformateurs comme Calvin et Luther au XVIe siècle, etc. Donc on a le droit de réformer et de dire que les choses n'ont pas pris la bonne voie dans tous les domaines. On a le droit de poser cette question à condition, bien entendu, d'être capable de restituer cette voie-là. Je prends par exemple le cas de l'ascendant, auquel M. Brémorel accorde beaucoup d'intérêt. Il nous dit l'ascendant des astrologues, c'est ceci, c'est cela. Oui, aujourd'hui, oui, c'est possible que ce soit comme ça. Mais quelle était la raison d'être initiale de l'ascendant? Il ne s'interroge absolument pas sur la question. Il constate simplement que tel que c'est formulé actuellement, ça ne va pas. C'est un peu léger, c'est insuffisant. Il faut bien comprendre que l'ascendant, au départ, ça renvoie d'ailleurs à une notion extrêmement ancienne, mais qu'on retrouve déjà chez Gauquelin, quelque part. L'astre qui se lève. Bon, l'astre qui se lève. Ce n'est pas un signe zodiacal qui se lève, c'est un astre qui se lève. Maintenant, que ce soit devenu un signe zodiacal, c'est un autre problème. C'est un autre sujet. Pourquoi pas? Effectivement, on peut critiquer cela. On peut regretter cela. Mais c'est dans un point de vue réformateur, d'un point de vue critique, en disant, bah là, il y a quelque chose que l'astrologie qui s'est mal passé. Mais il ne s'agit pas de dire l'astrologie est comme ça. Je pense au contraire que l'ascendant est une notion qui était même antérieure à la connaissance des planètes. Il s'agissait de regarder les étoiles qui se levaient à l'horizon. Et dans le catalogue de Ptolémée, il y a plus de 1000 étoiles. Donc l'étoile qui se levait à l'horizon, et c'était l'étoile sur laquelle on était né. Et on dit naître sous une bonne étoile, ça ne renvoie pas forcément à une planète, parce que les planètes, il n'y en a pas beaucoup. Et surtout, il n'y en avait pas beaucoup dans l'Antiquité. Donc c'était bien entendu les étoiles. Et les planètes faisaient partie de ces étoiles, parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore fait la différence entre les étoiles et les planètes. Donc il y avait quelque chose qui se levait et qui faisait sens. Ça s'appelait l'ascendant. Maintenant, M. Brémorel peut s'amuser à dire que l'ascendant, maintenant, c'est quelque chose qui est complètement irréel, fictif, etc. Mais il oublie que c'est pas ça au départ. Le mot ascendant s'appelait horoscope autrefois. Et l'horoscope, dans l'horoscope, il y a scope. C'est-à-dire que je regarde les choses, comme dans télescope. Qu'est-ce que je vois? Ben, il faut voir quelque chose. Donc on ne voit pas un signe zodiacal qui se lève, on voit une étoile, une planète qui se lève. Bon, c'est encore ça. Autre erreur de M. Brémorel, c'est pas une erreur, c'est une insuffisance. Je ne lui parle pas d'erreur. Je lui parle d'une erreur de méthode, mais c'est pas une erreur. Quand on ne fait pas quelque chose, on ne fait pas quelque chose et tout. Il ne comprend pas, par exemple, pour revenir à la théorie des domiciles et des exaltations, que ces dispositifs ne fonctionnent parce que la question est de savoir quel est le mode d'emploi. Il ne suffit pas de dire qu'il y a un dispositif, il faut savoir à quoi il servait, à quoi pouvait-il servir, et dans quel esprit on peut encore l'utiliser, ou peut-être qu'il faut modifier ou retrouver son mode d'emploi. On ne peut pas constamment dire oui c'est comme ça, voilà. Non, il faut comprendre le mode d'emploi. Il faut faire un travail de réflexion que n'a pas fait M. Brémorel. De réflexion, le mot de réflexion ça veut dire revenir justement. Et donc, il faut bien comprendre que si, et c'est vrai pour les termes en astrologie, le terme, il
les divisions en astrologie, dont je parle d'ailleurs dans mon ouvrage sur Ibn Ezra, en 77, n'est-ce pas, un traité d'astrologie d'Ibn Ezra qui date du XIIe siècle, et que j'ai traduit ou que j'ai adapté. Les termes, il y a 5 planètes par signe zodiacal. Mais on ne parle pas du Soleil et de la Lune, voyez-vous. Et chaque fois qu'un facteur passait sur, par exemple, si on divise le signe du Taureau en 5, bon, ben, il y a les 5 planètes, elles ne sont pas réparties de la même manière, mais il y a toujours les 5 planètes qui sont là. Et bien, à un moment donné, ils passent dans le terme de Mars, dans notre cas de Vénus, dans notre cas de Jupiter, dans notre cas de Saturne, dans notre cas... Là, voilà. Il n'y a pas les luminaires. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire que pour moi, les luminaires ne sont pas des planètes comme les autres. De même qu'on nie la dualité, on ne s'intéresse pas à la dualité entre planètes et étoiles, on finit par nier la dualité entre planètes et luminaires. C'est aussi un cas de sinistre de l'astrologie, ou sur le plan intellectuel. Ça ne va pas. Pourquoi? Parce que justement, cette dialectique, elle est également très importante. D'un côté, on fait circuler le Soleil et la Lune, ce qui a donné d'ailleurs les gens qui sont nés sous tel signe, et ça peut se déterminer soit par la Lune, soit par Vénus, par le Soleil. On est né sous le signe du Bélier, parce que la Lune est en Bélier dans certaines traditions astrologiques, ou parce que le Soleil est en Bélier, etc. Donc ce sont des facteurs. Alors qu'on puisse faire circuler ces luminaires, ou l'un de ces luminaires, et ça posera aussi le problème de Saturne, on n'abordera pas ça ici aujourd'hui, à travers le zodiaque. Oui, mais à ce moment-là, il y a évidemment, prenons le cas de la Lune, quand la Lune passe en Bélier, elle sera marquée par les planètes, les dieux planètes qui sont associés au Bélier, mais elles ne seront pas là, ces planètes. Elles sont simplement associées sur le plan symbolique. Je renvoie d'ailleurs à Mandidius, qui associe les dieux aux signes zodiacaux. Bon. C'est un autre sujet que j'ai abordé par ailleurs, le rapport entre mythologie, astronomie, etc. Et ça veut dire que ces dieux-là ne sont pas des planètes. On va pas, quand le Soleil et la Lune passent en Gémeaux ou en Cancer, ils ne rencontrent pas des planètes, ils rencontrent des tonalités planétaires, des tonalités des dieux en rapport avec ces signes, mais c'est tout. Donc finalement, si justement ces domiciles et exaltations existent, c'est pour remplacer justement les planètes. C'est pour garder la tonalité, le climat de la planète, mais pas sa réalité. Et quand je dis la planète, c'est une façon de parler aussi du dieu planète. Et d'abord du dieu plus que de la planète. C'est un autre sujet qu'on a. Donc finalement, là aussi, M. Brennan ne comprend pas la problématique, à savoir qu'il y a un facteur qui... L'astrologie se contente d'un seul facteur. Elle n'a pas à combiner toutes ces planètes comme il le croit parce qu'il étudie l'astrologie actuelle. Non, au départ, il y a un seul facteur, un seul marqueur qui peut être le Soleil, qui peut être la Lune, qui peut être autre chose, qui peut être Saturne par exemple, et qui va transiter successivement un certain nombre de secteurs. Ces secteurs pour être définis, n'ont pas besoin d'être définis par la symbolique zodiacale, ils sont définis par la symbolique mythologique. Là aussi, c'est un point intéressant. Donc effectivement, voilà, quand Saturne ou quand le Soleil, la Lune passent en Capricorne, on sait que quelles sont les tonalités mythologiques, symboliques, qui sont en rapport avec le Capricorne. Parce que c'est la théorie des domiciles et des exaltations. Ou c'est la théorie des termes en astrologie, etc. Des décans. Vous voyez, donc il y a véritablement... On est vraiment dans les miroirs déformants. On veut dire que l'astrologie actuelle, elle est totalement défigurée, elle est totalement déformée. Et je suis parfaitement d'accord avec le diagnostic que porte M. Brémorel sur cette astrologie-là, si ce n'est que il semble que son diagnostic, il l'étende à l'ensemble du corpus astrologique, à l'ensemble de la tradition astrologique, alors qu'elle n'est jamais valable, si elle l'est, que par rapport à des pratiques astrologiques actuelles, des savoirs astrologiques sous leur forme actuelle, qui sont ceux que M. Brémorel a pu connaître dans sa carrière d'astrophile, puisqu'il a eu une période astrophile, avant d'avoir une période zététique et sceptique. Mais finalement, il a à peu près le même bagage intellectuellement sur ce plan-là que
que l'astrologue moyen. C'est-à-dire qu'il n'a pas la dimension de chercheur, il n'a pas la dimension d'historien. Tout au plus, il prend des travaux de seconde main, des travaux qu'il a récupérés ici à gauche, qu'il a lus ici à gauche, et ça a été insuffisant. Donc, finalement, je m'adresse aux zététiciens, aux astrosceptiques. Soyons sérieux, chers amis. Voyons les choses sur un autre plan. Abordons la question de ce qu'est l'astrologie, où elle veut en venir, d'où elle vient, quels ont été ses savoirs, et non pas ce qu'elle est aujourd'hui de façon complètement caricaturale et, je dirais, lamentable.